Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonjour à tous, il est midi 19 sur Radio M, la petite radio du Grand Maghreb. Bienvenue au premier numéro du CPP, le café presse politique, après de longues vacances et j'espère studieuses, en tous les cas pour la majorité d'entre nous. Très heureux d'avoir le noyau du CPP, de l'équipe du CPP. Bonjour Ihsan Qadi. Bonjour. Bonjour Abed Sharf. Bonjour. Bonjour Saïd Jafar. Bonjour. Et bonjour à l'égérie du CPP. Bonjour Souhila Ben Ali. Bonjour Khaled. Elle restera l'égérie, je vous le confirme. Elle restera l'égérie. Ça fait drôle de regarder à droite. Alors, j'ai déjà mal au cou. Petit changement de présentation à la tête du CPP. Je suis très heureux de revenir à la présentation. Je l'avais fait pendant quelques mois. Un petit mot, Souhila, pour expliquer à nos auditeurs pourquoi c'était plus toi, en expliquant aussi que tu restes dans le CPP et que tu restes à Radio M. Bon, je m'attendais pas à une intro comme ça. Je pensais que tu allais balancer le truc d'emblée. Non, je te laisse le soin de le faire. Et dire que, bah oui, tu as commencé par dire que tu étais très content d'être là. Et moi, je suis très contente que Khaled Drajni puisse prendre le relais. Ça me fait vraiment plaisir. On avait besoin d'un nouveau souffle. Et pour moi, Khaled Drajni, ça va être le nouveau souffle du CPP. Donc c'est pas un coup d'État, non. Non. C'est ce qu'il a essayé de vous faire croire. C'est une réforme. C'est une réforme profonde. Non, voilà, pour moi, le temps de l'avoir fait 2 ans, c'était très intense et il y a un temps pour tout et je crois qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter pour entamer autre chose ou là pour faire autre chose. Et voilà, pour moi, c'est un nouveau départ. J'ai comme l'impression d'avoir tout donné ou ce que je pouvais donner. Je ne me sens plus en mesure d'être à ta place aujourd'hui. Je suis contente d'être de l'autre côté. Je viendrai le plus souvent possible pour vous accompagner et à chaque fois que j'aurai des choses à dire et à commenter, je serai là aussi. Il faut simplement préciser aussi Souhila Ben Ali que tu non. Voilà, donc le match Abed Souhila va continuer. Il va continuer. Le match ne va pas s'arrêter puisque tu vas intervenir comme tu voudras dans l'émission Le CPP et voilà, et que tu restes à Radio M peut-être pour animer un programme. Les auditeurs auront les détails bientôt. Et prochainement, sur Radio M, je suis toujours et je vous retrouverai. On en parlera bientôt. Il y a encore des choses à faire, que ce soit en politique ou dans d'autres domaines. Il y a énormément à faire sur Radio M et je serai ravie de faire autre chose et être, j'allais dire, plus dynamique. Voilà. Merci Souhila. Avant de commencer donc notre émission, le premier CPP de la saison, la question habituelle, c'est qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Le CPP n'a pas eu lieu pendant tout l'été. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué pendant cet été, pendant ces vacances à Abed Sharf ? Rien, j'ai envie de dire rien. Le président Bouteflika est toujours là, Sellal est toujours là, la crise est toujours là. Et donc, j'aurais aimé que quelque chose se passe. Il ne s'est rien passé. Je parle de l'Algérie. Ihsan Qadi, qu'est-ce qui vous a marqué cet été ? Moi, sur un plan personnel, les Jeux Olympiques, je les ai vécus intensément. Je continue de rêver des Jeux Olympiques en Algérie. Plus largement, je suis quelque part content de voir qu'on a encore passé un été relativement tranquille et relativement heureux. Et peut-être qu'on s'est trompé un petit peu aussi dans nos analyses. À la fin des années Bouteflika, à la fin des années de cette ère-là, on peut être tranquille et paisible en Algérie. C'est quand même bien. Ça ne va pas durer longtemps ? J'espère que ça tiendra, j'espère que ça tiendra, mais c'est pas sûr que ça tienne, effectivement. Souhila, qu'est-ce qui vous a marqué cet été ? Moi, ce qui m'a marqué encore plus cette année,
C'est parce que l'été, pourquoi ? Parce que je vais en vacances à l'étranger chaque année, chaque été, une fois par année. Voilà. Et le peu de temps que je passe à l'étranger en rentrant, je me rends compte à quel point nous avons creusé le fossé. Voilà, c'est quelque chose qui me frappe à chaque fois, encore plus cette fois, que ce soit pour la révolution numérique où je me rends compte des choses toutes simples. Chaque année, je me dis ça y est, maintenant je sais ce que c'est, je sais comment c'est et je suis dedans. Quand je rentre et je retourne un an après, je me rends compte que je suis dépassée encore une fois. Et voilà, je ne vous parle pas du creuset, du fossé, voilà. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Saïd, qu'est-ce qui vous a marqué cet été ? À mon avis, c'est plutôt la Libye, avec une situation assez paradoxale où on a à l'ouest un gouvernement d'union qu'on pousse à aller s'occuper de Sirte. Et ça coûte très cher. Les légions de Misrata payent très cher la reconquête de Sirte. Et en même temps, on laisse de l'autre côté Haftar prendre les puits de pétrole. C'est un jeu très malsain qui est en train de se dérouler en Libye. Oui, voilà. Malheureusement, on ne parle pas assez de la Libye, comme vous venez de le dire. Alors, on va commencer la première partie. Pourtant, y a quelqu'un du CPP qui est né en Libye. Et qui ne partage pas du tout les analyses dominantes du CPP sur cette question. Alors, le CPP aujourd'hui est divisé en deux parties. La première partie, on va parler de l'ambiance politique et sociale de cette rentrée, avec les annonces économiques aussi qui ont été faites, qui va conduire les réformes, qui va conduire l'austérité, même si le mot n'est jamais lâché. La deuxième partie sera consacrée à ce que certains peuvent présenter comme la réforme du 4e mandat, le chantier du 4e mandat, c'est la réforme de l'école et de l'éducation nationale. Nous allons parler beaucoup de Nouria Benrabrit lors de la deuxième partie. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'éducation. On commence donc par la première partie avec l'ambiance de la rentrée politique et sociale. Les gens ne parlent que de ça, on parle des augmentations qui seront dans la loi de finances en 2017. Et l'info de ce matin, le président qui aurait demandé l'assouplissement de cette loi de finances, on a l'impression que tout ce qui intéresse le président, c'est de ne pas être le président de l'austérité. Vous en pensez quoi, Hassan ? Ça va dépendre de son état de santé, de sa longévité. S'il va au bout de son 4e mandat, il sera le président de l'austérité. On est en train d'y rentrer. Je disais tout à l'heure que j'étais content qu'on ait passé encore un été tranquille. En définitive, c'est bien. C'est très bien. Mais ici au CPP, on a pendant 2 ans, parce qu'on est journaliste, parce qu'on a tendance un peu à anticiper les analyses, et en particulier dans mon cas, je suis la conjoncture économique, on a eu tendance un peu à dire ça va aller très mal début 2015, milieu 2015, fin 2015, début 2016, et finalement, le matelas sur lequel reposait le gouvernement algérien a permis largement d'amortir le choc. Cette fois, j'ai bien le sentiment qu'on y va. Même si les augmentations sont quand même modérées. Elles sont dans le cas du carburant, dans le cas des taxes, dans le cas des services. Il y a la TVA, on frappe la consommation, 2% de plus. Si c'est voté, c'est une mesure qui est très controversée parce que ça va peut-être faire replonger dans l'informel une partie des entreprises. Il va falloir gérer tout ça. Bouteflika va, s'il reste encore au pouvoir encore longtemps, devenir le président d'austérité. Après, comment il va la vendre aux Algériens, comment il va lui donner du sens, comment il va la faire passer, c'est tout le problème politique du pouvoir. Oui, Abed, l'austérité, on y est ? Pas vraiment. Dans cette annonce selon laquelle le président Bouteflika aurait demandé qu'on assouplisse les mesures d'austérité, en fait, on est dans un jeu qui est très simple. C'est le bon roi et le mauvais vizir. Donc, les conseillers du roi veulent serrer les boulons parce que la situation est mauvaise. Et le roi dit non, le bon peuple, il faut le sauver, il faut le ménager, etc. Mais en fait, c'est la même équipe, c'est le même attelage. Donc là, on est carrément dans un jeu de dupes. Par contre, si on fait des évaluations sérieuses, l'austérité, on peut ne pas y être. Quand les importations ont atteint le maximum, c'était 60 milliards de dollars. On a un ministre qui a dit que le tiers de ces importations n'avait pas de raison d'être. C'était de l'argent qui était, c'était de l'évasion, de l'exportation illégale de devises, etc. Donc les exportations réelles, la valeur réelle des exportations, c'était 40 milliards. Et en fait, avec des importations, c'est 40 milliards. Avec un pétrole au prix actuel, on peut
importer 40 milliards de dollars très facilement. Les recettes, les hydrocarbures le permettent. Non. On est à 25 milliards. Cette année, on fera 25 milliards de recettes. Oui, mais voilà les trucs. Et 15 milliards, et tu as 120 milliards de réserves de change, tu grignotes un tout petit peu maintenant, et ça permet de tenir le coup. Donc, si le pétrole repasse au-dessus de $50, ça va être jouable. Mais le problème, c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est l'incapacité à faire démarrer une économie viable. Le pétrole est un faux problème. Les prix du pétrole, le prix du gaz, les recettes extérieures, c'est un faux problème. Donc, votre vision n'est pas très pessimiste. Vous êtes optimiste quand même. Je dis que sur le premier problème qui est un faux problème, c'est pas important. Par contre, sur le vrai problème, nous sommes un pays qui a changé de dimension. Bientôt, on va être 50 millions. On ne gère pas un pays de 50 millions d'habitants comme on gère une petite tribu. C'est toutes les institutions, c'est tout l'État qui sont à refaire. Et là, on est incapable. Avec le président Bouteflika, avec le Premier ministre Abdelmalek Sellel, tout est figé. Et le temps joue contre nous. C'est là que se situe le vrai danger. Saïd Jafar, une vision optimiste, pessimiste. Peut-être que cette histoire d'assouplissement n'est pas seulement un jeu de rôle, mais elle incarne très bien cette incapacité politique à décider quel cap prendre. Parce que quand il y aura austérité, il faut mécontenter certains et faire profiter certains. Et donc, la situation est telle que, en fait, la Bouteflika est en train de dire non, on ne mécontente personne et on reste tranquillement dans le statu quo. Le problème, c'est que le statu quo n'est plus possible, du moins en termes de recettes à long terme. Sur l'immédiat, c'est possible. Mais il y a un problème politique toujours où on est dans une situation où il n'y a pas de cap, que ce soit politique ou économique, qui est visible, clair. On ne sait pas quels sont les intérêts directs que sert ce gouvernement. En général, un gouvernement défend des intérêts. Quand on veut contenter tout le monde, c'est qu'on n'a pas le courage de prendre les décisions qui s'imposent, ça aide. Ça veut dire que, en fait, on se retrouve dans une situation où, à mon avis, le gouvernement algérien, la classe dominante algérienne est de droite. C'est clair, elle veut du libéralisme, elle veut de la déréglementation, mais il y a un président qui est toujours marqué par une histoire, une trajectoire qui fait que ça bloque. Et comme le président est central dans cette situation, il peut bloquer les choix des ultralibéraux en Algérie. Alors que dans les années 70, Bouteflika était plutôt connu pour être le représentant du courant de droite par rapport à ceux de gauche. On donne la parole à Sohila. Oui, par rapport à l'austérité, moi je pense que l'austérité, c'est quelque chose qu'on vit, quelque chose dont on ne parle pas. Ici même, lorsque le Premier ministre avait annoncé, on en avait parlé d'ailleurs, on se demandait ce que c'était que ce nouveau modèle économique qui était annoncé par Sellel, on a été dans l'incapacité de dire qu'est-ce que c'est. Donc je pense que le gouvernement Sellel va faire dans la manœuvre, c'est-à-dire des petites doses. Voilà, on va injecter des petites doses sans en parler, sans dire. On va se rendre compte que l'eau a augmenté, qui vont servir à faire du rafistolage, mais on ne parle pas de restructuration de l'économie ou de restructuration fondamentale. Donc je pense que cette austérité, on est en train de la vivre, les Algériens sont en train de la vivre au quotidien, et que ça va continuer à petite dose, sans qu'on se rende compte, sans que ça naît ou ça ne porte un nom. Ça s'appelle une réforme, donc austérité, avec des... Exactement. Qu'on fait chauffer tranquillement. On découvre déjà que Bouteflika est un homme de gauche. Oui. Non, sauf que... Saïd a parlé, non, je dois dire un mot sur ça. La droite, les classes dirigeantes sont de droite. Non, c'est pas une classe dirigeante de droite, c'est une classe dirigeante. Si on prend le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, c'est un ministre qui le dit. 20% des importations qui servent à l'évasion de devises. 20%, c'est énorme. Un tiers, c'est énorme. Ça, c'est du pillage. C'est pas de la droite. La droite, ça construit des entreprises.
ça La crée droite, des richesses. la droite dans le tiers-monde ne construit rien. C'est ça le problème. Là. On est dans des Déjà, situations politiques donc de il y a une tiers-monde. précision qui est importante, La c'est une politique droite du tiers-monde, c'est c'est vrai. plus une droite. C'est du pillage, c'est différent. On a parlé des augmentations, il y a un autre volet de l'austérité dont on parle moins, c'est la réduction des budgets de l'équipement durant l'année 2016, qui retentit aussi, qui est une forme d'austérité, pas encore pour les ménages, pour les entreprises. Ce qui se passe durant cette année, et c'est en cela que ce que tu dis, Souhila, c'est pas évident que ça puisse être conduit comme ça. C'est des petites mesures dont on ne se rend pas compte, qui font avancer. À un moment ou un autre, il y a un retour de flamme. Les entreprises ne sont plus payées. Les entreprises publiques, on aurait fait qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? J'aurais parlé d'une entreprise publique qui a lancé une grève parce que cessation de paiement depuis plusieurs mois. Voilà, c'est de cette semaine. Voilà. Oui, il y a une multitude de petites entreprises privées qui sont étranglées, qui sont en train ils ont tout réalisé, on les paye pas. Absolument. Ça, donc voilà, et là c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous avez tous noté que le Gabon risque de ne pas pouvoir organiser la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie était candidate pour l'organiser en 2017. Elle n'est pas en mesure de proposer des stades qu'elle avait proposés parce qu'ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts parce qu'on a réduit la valeur. On ne paye pas les Chinois à Baraki sur le stade de Baraki et ainsi de suite. Il y a plein de chantiers qui sont en arrêt. Ça risque d'être le Maroc. Bon, l'Algérie peut aussi organiser cet événement. Donc, en fait, l'austérité est en train de marcher déjà pour les entreprises et elle va retentir sur les ménages. Elle va retentir parce que les salariés de ces entreprises-là ne vont pas toucher au bout d'un moment. Et ça va devenir compliqué. Abed, est-ce que vous êtes d'accord? Non, évidemment non. Bien sûr, le contraire. Non, ce que je veux dire, c'est que l'histoire, tu as les entreprises qui ne se font pas payer. Je ne pense pas que ça soit de l'austérité. Là encore, on revient à ce qui se publiait il y a 3-4 ans sur les budgets d'équipement qui étaient lancés, sur les projets qui étaient lancés. La consommation réelle des investissements, c'était autour de 60%. Donc, même s'il y a une baisse de 40% des investissements, l'argent est disponible. Deuxièmement, les entreprises ne sont pas payées pour d'autres raisons. C'est des histoires de pots de vin, il faut payer, on connaît ces pratiques. Le plus souvent, c'est ce genre de pratique. C'est la mauvaise gestion plus la corruption. Maintenant, les augmentations qu'il y a eu, l'augmentation du carburant, on va parler du carburant, qu'est-ce que ça a provoqué comme austérité? Elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible parce que les prix étaient tellement bas qu'il y avait de la marge. Et de mon point de vue, j'encourage pas celle-là à le faire, mais de mon point de vue, il y a de la marge sur beaucoup de produits. L'erreur du gouvernement, c'est de prendre ces mesures aujourd'hui parce qu'il n'a pas d'argent. Et on sait qu'il n'a pas d'argent. Alors que ces mesures, il fallait les prendre pour normaliser l'économie algérienne, pour amener l'économie algérienne à des normes où les choses deviennent gérables. Un carburant à 15 dinars, à 20 dinars, c'est absurde. Ça ne paye même... J'allais dire, ça ne paye pas la raffinerie. Si, ça paye, mais on n'est pas loin. Pour l'électricité et le gaz aussi, parce que pour la fin, on avait parlé. Donc, le niveau était tellement bas que c'est des ajustements qui auraient dû se faire il y a très longtemps. Aujourd'hui, ils sont insoutenables. Aujourd'hui, ce sont des augmentations qui sont insoutenables ou qui seront insoutenables pour les Algériens. Je ne suis pas très convaincu. Tu dis, on ne le vit pas, mais on le ressent. Ces augmentations, elles sont ressenties. Les gens ressentent. Alors, moi, je voudrais juste ajouter sur les histoires des entreprises qui se font peu payer. Ce que tu dis, c'était la règle générale. C'est-à-dire, on paye pas, la bureaucratie fonctionne jusqu'à ce que tu chipes, etc. Mais là, c'est un peu plus sérieux. Les entreprises, même quand ils veulent pas prendre des pots de vin, ne peuvent pas payer les administrations. Il y a un arrêté du Premier ministère, 50%, pas plus, quand on a livré travaux faits. C'est quand pas plus jusqu'à nouvel ordre. Alors tu as des entreprises qui se sont endettées pour réaliser les choses. C'est-à-dire, ils peuvent. Moi j'en connais deux. Je pense qu'Hassan prend des risques quand il dit qu'il y a un arrêté sur ça. Alors, on va s'intéresser maintenant, si vous le permettez. Tu prends un risque sérieux. On va s'intéresser plus, oui, parce que c'est assez grave, mais ça peut être vrai aussi. On va s'intéresser au volet politique. On va parler de réforme, d'austérité. La question qui se pose aujourd'hui, et elle se pose toujours au mois de septembre à la rentrée, qui sera l'homme de l'austérité, l'homme de la réforme, si réforme il y a, et est-ce que le Premier ministre sera reconduit?
Abed Sharif. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, il y a quelques jours, je me suis rendu compte que Abdelmalek Sellal a bouclé 4 ans. 4 ans, Ouais. Énorme. Donc c'est quelqu'un qui a duré énormément. Et en essayant de creuser un petit peu, je me suis rendu compte qu'il a duré et il va durer parce qu'il a le profil pour. Profil. Même profil qu'Ahmedou Yahya qui a aussi duré longtemps. Non, c'est différent. On peut en Sellal n'existe pas en tant que Premier ministre. Voilà. Il n'a aucune emprise sur le gouvernement. On l'a vu avec l'histoire Nouri contre Ammar Ghoul, et puis il a été obligé de corriger, de le taper. Donc il n'a aucune emprise sur le gouvernement. Et on est dans une phase très particulière où le pouvoir est disséminé à travers une multitude de pôles qui se neutralisent. Ça empêche de prendre la décision. Et donc un Premier ministre qui risque de prendre des décisions, qui risque de décider, de donner un cap, quel qu'il soit, c'est quelqu'un qui donnerait du sens à l'action gouvernementale. C'est le mieux indiqué pour ne pas donner de sens à l'action du gouvernement. On va poser une question claire. Donc, ce n'est pas le Premier ministre qui décide. Alors c'est qui? Est-ce que le président décide encore, Abed Sharif? Mais non, je viens de dire, le pouvoir est disséminé. Des sortes de principautés qui sont à l'intérieur de l'exécutif. Mais quel est le rôle du président dans cette principauté? Est-ce qu'il reste le prince, le président? C'est toujours lui qui décide? Il arbitre quand il y a des choses qui sont très compliquées, mais pas plus. Pas plus. Quand il y a La semaine dernière, par exemple, 2 ou 3 journaux ont annoncé une réunion interministérielle qui devait se tenir dimanche dernier entre le président Bouteflika. Là, on a senti qu'il y avait des problèmes sur quelques secteurs. Donc, il y avait besoin d'un minimum de concertation autour du président pour faire des arbitrages. Mais sur le reste, chacun est dans son navire et il vogue comme il peut. Je voudrais me donner mon avis là-dessus. Je pense pas que ce soit, à mon avis, pour moi, il est pas important de savoir qui va gérer quoi et qui va être l'homme de la situation, parce qu'il n'y en a pas en réalité. Je crois qu'on va aller vers une année encore où on va avoir plein de pouvoirs parallèles comme ça, qui vont à chaque fois nous rappeler et nous mettre devant une réalité que l'on connaît tous. Je prends simplement pour exemple ce qui s'est passé avec le ministre du Commerce tout récemment. Le ministre du Commerce qui annonce qu'il y a un importateur qui devait importer de la pièce de rechange. Ça s'est fait contre la décision du ministre du Commerce. Ces pièces de rechange sont rentrées quand même. Elles ont été jetées dans la nature. C'est quand même très grave. On se rend compte à ce moment-là que, que que le ministre du Commerce, laisse-moi terminer s'il te plaît. Voilà. Donc, voilà. Le ministre du attends, excuse-moi s'il te plaît. Le ministre du Commerce nous rappelle qu'il n'a pas le pouvoir. Et ça va être comme ça, que le Premier ministre n'a pas le pouvoir, qu'on a plein de pouvoirs parallèles, et il faut peut-être pas s'attendre à l'enfant prodige. Il faut simplement préciser aux auditeurs qui ne connaissent pas cette affaire. Le ministre du Commerce a précisé qu'il avait interdit qu'une cargaison de pièces de rechange n'entre, et que finalement cette personne avait juré qu'elle allait rentrer, et que finalement, contre l'avis du ministère, cette quantité est vraiment rentrée au port. Oui, Saïd, tu voulais moi je suis que M. Belaïb ait médiatisé ça. C'est déjà un effort, mais je trouve quand même assez bizarre. À moi, à sa place, je serai jamais ministre, mais à moi, à sa place, je démissionne. Je démissionne avec perte et fracas. C'est un affront à sa fonction. Si on a une autre idée de la fonction ministérielle, c'était le moment de dire je m'en vais. Et le journal Liberté qui s'interroge ce matin, pourquoi est-ce que le ministère n'a pas esté ces personnes-là en justice? Le journal précise que Barthe Blaïb a préféré les limoger et non les poursuivre en justice. On se demande pourquoi. Pourquoi nous la jeter, cette information? Est-ce que c'est pas un peu pour amuser la galerie? Moi, je voulais répondre quand même à la question qui va manager cette période qui est en train de démarrer avec cette raison. Que l'Algérie n'avait pas de Premier ministre. Qu'il n'y avait pas de raison de changer celle-là parce qu'il n'était pas nécessaire d'expliquer, de donner du sens, c'est le mot qu'a utilisé Abed, à l'action du gouvernement. Moi, ça peut rester vrai pendant quelques mois, mais ça peut changer du tout au tout si les Algériens se mettent à protester collectivement, de manière organisée, ou
pas d'ailleurs de manière violente, contre la dégradation de leur niveau de vie, ce qui est en train d'arriver de manière inexorable. Voilà. Et si ça se passe comme ça, il faudra remettre du sens dans l'action du gouvernement, remettre du politique. Pourquoi on enlève des ministres de temps en temps? Ça arrive, c'est arrivé souvent, même sous Sellal. Je prends Youssef Yousfi. Youssef Yousfi a fait pendant 4 ans, 3 ans et demi, au ministère de l'énergie, s'est fait le porte-parole de la remontée de la production algérienne et des nouvelles découvertes, etc. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça collait pas, qu'il racontait des histoires. Et on l'a enlevé, on a ramené Boutelfa parce que Boutelfa porte aussi une problématique de prix qui est la problématique d'aujourd'hui. Faire payer, toujours défendu en tant voilà, faire payer le prix réel ou plus ou moins proche du réel aux consommateurs. Je pense que Sellal, c'est un peu la même chose. Tant que Sellal arrive à endormir les Algériens avec son populisme, etc., il fait fonction. Si demain ça ne marche plus, s'il n'arrive plus à empêcher des émeutes, des manifestations, des ouvriers qui sortent dans la rue parce qu'ils ne reçoivent plus leur salaire dans le secteur public, on se débarrassera de Sellal et il faudra passer à une forme de management. Tu te trompes sur la fonction de Sellal. C'est pas sa fonction d'endormir les Algériens. Il peut lancer une blague à droite et à gauche, mais il n'est pas fonctionnellement en charge de ça. Les protestations des Algériens, c'est M. Hamel qui va s'en charger. On est dans ces situations. Quand Sellal dit, c'est-à-dire la fonction du Premier ministre a été tellement allégé qu'il devient totalement irresponsable de ce qui peut arriver. Il faut admettre que la délinquance aussi, elle est dans ça. Cela ne tient pas le discours construit d'un homme politique tel que nous, on pourrait le concevoir ici au CPP, mais il a un contenu politique dans ce qu'il dit. Il dit il y aura des mesures, ça va être difficile, mais le modèle ne bouge pas. Les Algériens, l'État social sera toujours là. Il dit grosse enfumade. Il dit 100 milliards de dollars en 2018 de réserve de change. Quand tu dis 100 milliards de dollars de réserve de change en 2018, ça veut dire tu rassures les Algériens sur leur avenir complètement. Celle-là ne fait que reproduire le message du président. Quand le président dit assouplissez, celle-là a déjà assoupli avant lui, hein, c'est-à-dire il est dans un discours. Donc il y a une fonction. Ouais, il y a eu un débat. Saïd, mais la réponse à la question, y a-t-il un homme de la réforme, un homme de l'austérité? Il est dans l'opposition. Non, je pense que il y avait de la graisse dans les dépenses de l'État. Il y avait beaucoup de graisse. Cette graisse va fondre. Et que l'alarmisme sur cette inéluctabilité de la protestation sociale, de l'explosion sociale, de mon point de vue, elle est exagérée. Il y a de la marge, et en plus, il y a le manque de mobilisateurs, d'organisateurs d'une vraie mobilisation. Et donc, ça va aller en douceur. Moi, je retiens la leçon des augmentations de l'année dernière. Contrairement à ce que dit Souhila, ça n'a pas eu d'impact. Les gens ne l'ont pas vraiment ressenti. Le gouvernement va être tenté d'y aller encore sur d'autres... Bouteflika dit qu'il faut alléger, etc. Mais je pense qu'il y a de la marge, surtout, particulièrement si le gouvernement joue sur d'autres fibres. Il faut rappeler que l'homme de l'austérité, première partie, c'était votre ami Abdelrahman Ben Khalfa, ancien ministre des Finances, qui est revenu récemment sur le devant de la scène. Il a repris son costume d'expert, oui, et il donne un peu son avis. On verra donc qui sera l'homme de la vraie réforme, de la vraie austérité. Lui a vendu des illusions pendant 1 an. Il peut le faire encore pendant quelques temps. Monsieur Ben Khalfa, je me permets, c'est une confidence qu'il a fait à un ami commun. Monsieur Ben Khalfa a dit, j'ai pas trouvé d'argent pour acheter 204 4 aux douanes quand il était en fonction. Alors quand on me dit ça va, il y avait de la graisse dans le budget de l'État et que là on va revenir à une situation normale, non, ça va très mal. La graisse, c'est dans la rente, hein, dans la redistribution, pas dans le budget du gouvernement. Hein. L'homme de la situation dans l'opposition, tu pensais? Il y en a plus qu'un. Non, je pensais pas à un homme en particulier, mais à mon avis... J'ai écarquillé les yeux, j'ai attendu la suite. Il y en a. Il y a des hommes de grande valeur dans l'opposition qui sont des hommes de réforme. Merci à tous. Merci à tous, c'est la fin de la première partie du CPP. On se retrouve pour la deuxième partie dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom,
le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Rebonjour, bienvenue à la deuxième partie du CPP, le café presse politique, avec Abed Chadef, Irsan Qadi, Souhil Ben Ali et Saïd Jafat. Donc la première partie a été entièrement consacrée au volet économique et politique, avec les réformes, l'austérité, la personne devant les conduire. Parmi ces réformes, en tous les cas, c'est le gouvernement qui le dit, l'une des réformes de ce 4e mandat, c'est la réforme de l'éducation et de l'école. Il y a beaucoup de choses à dire avec ces polémiques de cette rentrée scolaire. Et Nouria Benrabrit qui est encore au centre de toutes les critiques. Abed Chadef, vous disiez toujours sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'espoir sur Nouria Benrabrit parce que c'est aussi une ministre du 4e mandat. Est-ce que vous maintenez votre position ? Complètement. C'est une ministre du 4e mandat et elle traîne des handicaps. Lesquels ? Énormes. Je vais en citer un. Elle a été neutralisée le jour de sa nomination. Il y a eu des rumeurs sur elle, qui elle est, d'où est-ce qu'elle vient. C'était de l'infamie. Mais elle a été écrasée par ces rumeurs, à tel point qu'elle ne pouvait rien faire. Elle était surveillée et le moindre geste pouvait... Notamment sur les origines de sa famille. Notamment. Elle a été neutralisée. En plus, elle souffre d'autres handicaps. C'est pour faire une réforme de l'enseignement, dans l'éducation, il faut avoir une feuille de route, un projet, une cohérence, être dans un gouvernement qui a une cohérence politique. Il faut avoir des partenaires avec lesquels travailler. Et puis, il faut avoir une démarche. Elle a fait l'inverse. Moi, je trouve qu'elle n'a pas de conviction du tout. Je l'ai noté sur un point. Quand elle a accepté, elle a fait une campagne qui était très séduisante sur la nécessité d'allonger la durée de scolarité. Donc, passer de tant de semaines de scolarité à temps. Donc, c'était très bien. Techniquement, c'était bien présenté. Et puis, on a eu le bac avec Maajay Ramadan. Elle a avancé le bac avant Ramadan. Elle avait peur qu'on dise, voilà, c'est une femme qui ne respecte même pas le Ramadan. Et donc, elle a raccourci l'année scolaire. C'est fini. Quand vous dites c'est une ministre du 4e mandat, pour vous, un ministre du 4e mandat est forcément un mauvais ministre ? Peut-il y avoir un bon ministre du 4e mandat et un mauvais ministre du 4e mandat, Abed ? Écoute, il ne peut pas y avoir de bon gouvernement du 4e mandat. Est-ce qu'on peut être un ministre au-dessous de zéro ? Il dit en fait l'handicap c'est les autres. Excuse-moi pour la légitimité. Il y a un manque de légitimité qui empêche de faire certaines choses. Mais qui peuvent permettre de faire quelque chose aussi, non ? Selon vous, on peut rien faire vraiment ? Non. Oui, je voudrais reprendre Abed un petit peu quand il dit que Belrabrit a commencé par un handicap. Moi, je pense que l'handicap, c'est les autres. Je crois que tu vas un petit peu trop vite en besogne. On oublie qui est cette dame. Elle vient pas de nulle part. C'est une femme qui a fait des études, qui a travaillé le socle de ses études. Aussi, hein. Le socle de ses études, c'est quoi ? C'est la formation. Elle a travaillé sur des systèmes de formation. Ça a été le socle de ses études. Elle a fait partie de la commission Benzerroug. C'est pas rien, ça. C'est une femme qui a travaillé au sein des Nations Unies. On oublie qui elle est, on oublie d'où elle vient et on oublie qu'elle est arrivée avec un grand projet de réforme et de réforme profonde. J'arrive. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je pense que Madame Belrabrit, je ne la défends pas, mais je dis que la ministre de l'Éducation. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laissez surtout les gens qui nous écoutent se faire leur propre opinion. Quand je vois la cabale
qui est menée aujourd'hui contre la ministre, je m'interroge. Et je me dis, est-ce que réellement c'est fondé? La réponse que j'ai tout de suite après, c'est non, parce que je n'ai pas de quoi expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi est-ce qu'on déteste Belrabrit. Je crois que tout ça est monté par la presse et je suis écœurée. Je veux pas rentrer dans le système du conservatisme où là il existe des pans de conservatisme et tout. On est dans l'incapacité de dire qui fait quoi aujourd'hui en politique, qui existe dans quoi. Par contre, je peux dire que les médias sont responsables de tout et je suis écœurée de voir le débat qui est animé. Laisse-moi terminer parce que j'oublie rapidement. Ouais. J'ai des trous rapidement et je veux finir ma phrase. Le débat qui est mené aujourd'hui par la presse est écœurant. On n'a pas posé le vrai débat, on n'a pas posé le débat profond. Ce qu'elle a proposé depuis le début, rappelez-vous, il aurait fallu accompagner ses idées depuis le début. Ce qu'elle a avancé en premier, c'était cette histoire de langue maternelle. Est-ce que vous vous rappelez le tollé que ça avait provoqué? C'était il y a exactement un an. Est-ce qu'on est en mesure de dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il y avait dans son projet sur les langues maternelles? Elle proposait tout simplement aux élèves de Sena Oula ou Sena Tania, première année et deuxième année primaire, d'introduire petit à petit la langue arabe classique, qui est une langue très belle mais difficile, à des enfants qui, dans la vie de tous les jours, utilisaient la langue maternelle. Où il est le problème? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu entamer un débat? La presse ne l'a pas fait. Elle s'est mise à dire, comme une part de la société, comme les manœuvres, les politiciens qui manœuvrent, non, on veut du mal à la langue arabe. Il y a eu ensuite cette histoire, ça c'est un fait. Il y a eu ensuite aujourd'hui cette histoire de manuel scolaire et d'Israël et tout. Quelle a été sa réaction? Sa réaction aujourd'hui, c'est dire c'est un scandale. Oui, elle a raison de dire un scandale. Elle a fait l'erreur ensuite de rajouter une chose cruciale. Elle dit mais comment la Palestine, c'est pas possible puisque la Palestine, politiquement, on connaît la position de l'Algérie. Elle n'aurait jamais dû tenir ce discours, mais elle était obligée de le faire parce qu'elle fait partie d'un gouvernement, parce que le gouvernement le lui aurait demandé, parce que le peuple le lui aurait demandé. Parce que la vraie question, je termine, parce que la vraie question dans tout ça, c'est quelle école on veut. Est-ce que l'école qu'on veut, c'est celle qui dicte ou est-ce que c'est celle qui a des préférences? Alors, si c'est celle qui a des préférences, ça veut dire tout simplement qu'on est prêt aujourd'hui à manipuler nos enfants, idéologiquement compris, dès leur jeune âge. Et ça veut dire aussi, tout simplement, que cette neutralité n'existe pas. Et si la neutralité à l'école n'existe pas, il faut accepter qu'il y ait des manœuvres récurrentes comme ça et des réactions récurrentes. Saïd, je vous donne la parole, puis je vais vous poser une question par la suite. Allez-y. Je vais reprendre ce que disait Souhila. Elle dit... Je ne comprends pas pourquoi les gens ont détesté Benrabrit. Je suis entièrement d'accord avec elle. Mais je peux dire aussi, je ne comprends pas pourquoi les gens aiment Benrabrit. Parce que, sur le fond, je vois pas où est la réforme Benrabrit. C'est ça ce qui est gênant dans cette histoire. Vous avez des arabophones et des francophones qui se polarisent. C'est clair, j'ai dit schématiquement, arabophones et francophones, qui se polarisent autour de Benrabrit. Là, les uns sont contre, les autres sont pour. Mais on ne sait pas pourquoi ils sont pour et les autres, on ne sait pas pourquoi ils sont contre. Et du coup, ce sont ces médias-là qui font croire qu'il y a une réforme. Alors que moi, je demande à voir. Montrez-moi la réforme. Madame Benrabrit voudrait introduire le langage d'Erja. Il se fait déjà. C'est-à-dire, c'est une manière de parler de la réforme. À chaque fois en Algérie, de la réforme de l'enseignement, en allant sur les langues, ça crée faussement de l'agitation. Parce que aujourd'hui, même si tu veux décider, je ne serai pas d'accord sur le fond, mais si tu décides que ça sera le français, tu n'as pas les moyens d'utiliser le français. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans des écoles en Algérie, on n'enseigne pas le français qui est obligatoire. Dans de nombreuses wilayas d'Algérie, ceux qui enseignent le français, ce sont les profs d'arabe. Il faut revenir au concret. C'est-à-dire, les gens sont en train de fantasmer. C'est comme si il y avait un coup de bagage magique. Même, on enlève cet arabe qui les gêne, qui les gênera toujours. Enlevons-le. Mais vous voulez ramener le français. Par quel moyen? Vous avez un truc miraculeux pour ramener ça. Et donc, c'est pour ça que cette réforme-là, on est dans la confusion la plus totale. La vraie réforme, moi,
Madame Ben Rabrit est venue du CRASC, c'est vrai. Oui. Mais elle s'est entourée avec des gens du CRASC au ministère au lieu de travailler avec les gens. Il n'y a aucune réforme possible dans le secteur de l'éducation si tu le fais pas avec les enseignants. C'est tellement élémentaire. Est-ce que tu as les moyens en tant que patron de l'éducation de faire du Erdogan? Erdogan, qu'est-ce qu'il a? Il y a eu une tentative de coup d'État, il vide une partie de l'État et il a les moyens de les remplacer. Est-ce que tu as aujourd'hui les moyens de dire je peux faire la réforme sans mobiliser les enseignants, sans les intéresser? C'est ça le problème. Il n'y a pas de réforme, parce que la réforme c'est celle de Belrabrit. Il n'y a pas de réforme parce que ce n'est pas la réforme du gouvernement. C'est ça que j'aurais pu dire depuis le début. La réforme, c'est effectivement celle de Belrabrit et ça se ressent, elle se retrouve toute seule. Face à un débat qui est stérile, l'émission est terminée, j'aimerais quand même dire une phrase ou deux. Non. Oui, allez-y, après je pose la question. Dans cette affaire, il faut séparer les choses. Les choses infâmes qui ont été dites contre Ben Rabrit, c'est une chose. C'est scandaleux, c'est condamnable, il n'y a rien à dire. Les positions des uns et des autres, la stérilité des idées, des non-idées qui est avancée par les uns et les autres, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est lamentable. Par contre, en termes de contenu de la réforme et de démarche pour appliquer cette réforme, Madame Ben Rabrit n'existe pas. Et les polémiques lui ont donné une stature qui cache le vide qu'il y a derrière. Il n'y a pas de contenu de la réforme. Est-ce que ce ne serait pas ces détails qui l'ont bloqué, qui bloquent? Qui l'a bloqué? Qui tous ces faux problèmes et tout ce débat stérile qui est mené, qui empêche d'avancer sur le développement du Il n'y a pas de contenu. Voilà, c'était la précision concrète de Saïd. Concrètement, où est cette réforme? Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'à un moment ou un autre, d'après vous, Nouria Ben Rabrit aurait dû démissionner, notamment après la crise très grave du baccalauréat? Qu'est-ce que vous en pensez? Nouria Ben Rabrit n'aurait pas dû être ministre d'un président fantoche qui a été élu sur bon, enfin, peut-être que pour elle, on peut si elle a apporter quelque chose. Si elle a marché sur ce principe, on peut je suis pas étonné qu'elle démissionne pas. Enfin, elle a accepté d'être ministre du 4e mandat, on n'en parle pas. Par contre, jamais. Voilà, donc ça c'est moi je suis plus intéressé par ce que révèle cette affaire. En fait, il y a une polarisation, il y a un vrai clivage autour de ce que tente de faire Nouria Ben Rabrit, et autour de ce qu'elle incarne aussi un peu quelque part. Moi, j'ai toujours pensé que les vainqueurs, à un moment ou à un autre, prenaient les dividendes de leur victoire. Il y a eu une guerre civile en Algérie dans les années 90. C'est pas le camp islamiste qui a gagné, c'est pas le camp conservateur, c'est sûrement pas le camp intégriste qui a gagné. Bouteflika pendant les premières années de son magistère, de son pouvoir, a essayé de ménager ce camp parce qu'il voulait consolider la paix. Donc il nous a fait la paix civile, la concorde, ensuite la réconciliation. Et sur le plan idéologique, il a beaucoup temporisé. Il a même fait l'inverse. Il a essayé de donner des gages sur le caractère islamique de l'État. C'est Bouteflika qui a intégré l'Adhan sur la chaîne nationale de télévision sur Alger. Sur Alger, et quand on passe des vacances à Annaba ou à Oran, on se rend compte qu'on n'est pas concerné et que c'est d'une bigoterie complète. C'est le cas dans tous les Voilà. Donc il a donné sur beaucoup de côtés. Ouais. Alors, il se trouve que dans le timing politique des années Bouteflika, le moment où on essaie de reprendre des dividendes sur la défaite idéologique de l'islamisme radical, finalement, ça s'est porté par une petite femme au ministère de l'Éducation. C'est perçu comme ça. Et aujourd'hui, il y a une partie de l'Algérie qui pensait être confortée dans ce conservatisme, qui n'aime pas l'école telle qu'elle est, mais qui n'a pas envie de la réformer. Elle n'aime pas l'école telle qu'elle est parce que c'est une partie de l'Algérie qui est aussi populaire. Elle veut enseigner le français à ses enfants, elle donne des cours. C'est un double budget dans les familles. On sait que cette école-là ne fonctionne pas. Mais on ne veut pas que ça soit réformé de cette façon-là. En fait, politiquement, c'est une grande bataille, mais qui est conduite. C'est toute la folie de ce 4e mandat, qui est conduite par une personnalité qui n'est pas légitime pour le faire, qui n'a pas une équipe autour d'elle et qui n'a pas un projet politique autour d'elle. Qui n'a pas un contenu aussi, c'est-à-dire le contenu, elle le disciple de la réforme. Allah, le contenu, ça, au niveau technique, elle le divulgue par étapes. Moi, je demande à voir. Il n'est pas visible. Tout à fait. Il n'y a absolument rien de visible. On peut dire que Nouria Ben Rabrit est ministre depuis 2 ans. Qu'a-t-elle fait en 2 ans? C'est ça la question.
Qu'a-t-elle fait en 2 ans? Elle a fait une ou deux choses. Elle a réussi à apaiser le secteur de l'enseignement. Il y a moins de grèves, c'est vrai. Et, par contre, il y a plus de scandales. Ce qu'elle a fait dans le contenu de l'enseignement, par contre, là, il n'y a rien, il n'y a pas de changement, il n'y a pas eu de changement. Et c'est là qu'on l'attendait. À mon avis, c'est là son échec. En même temps, on n'ose pas poser les vraies questions parce que, en termes de l'éducation, c'est quels sont les moyens à donner à l'éducation. Et à un moment où on parlait tout à l'heure de la Grèce sur l'argent, il y avait sur la décennie, c'est ça l'argent où vous devez aller. On pouvait faire une grande réforme en termes de moyens techniques à donner aux écoles, à former. Il faut aller voir les écoles. C'est tellement triste. Les contenus sont essentiels. L'école algérienne éduque les enfants à l'intolérance. Elle éduque les enfants à la détestation des autres religions. Elle éduque les enfants à la détestation des étrangers. Elle a une lecture univoque de l'histoire. Elle a une nature héroïsante de l'histoire nationale qui fait que on produit. Et ça, et quand on dit, moi j'étais toujours contre les gens qui ont dit le GIA c'est le produit direct de l'école algérienne, c'est une exagération. Insupportable, mais c'est pas pour autant qu'il y a aucune responsabilité dans la façon dont on éduque. Quand on prend les Européens aujourd'hui, ils intègrent les éléments des autres cultures que nous ne faisons pas, chose que nous ne faisons pas. C'est une réforme essentielle. Bien sûr. Essentielle. Mais c'est cette neutralité. On est au cœur du sujet. Pardon, on est au cœur du sujet. Et je vais peut-être, je sais pas si je vais réconforter Souheila. Sur le contenu de l'école, moi, personnellement, je suis pour qu'on introduise plus de cohérence, plus de logique, de rationalité, plus de science, moins de charlatanisme. Du neutralisme. De la neutralité. De la neutralité, oui. Ça n'existe pas. Plus d'intelligence à l'école, moins de charlatanisme. Plus de sens critique. Plus de sens critique. Je suis pour qu'on enseigne l'histoire des religions, l'histoire des idées, plutôt que faire des enfants des croyants. Pardon, là c'est important. Mais là, à aucun moment, je n'ai entendu Mme Benrabarit porter ce message. Parce qu'elle marche sur des œufs, Abed. Parce qu'elle marche sur des œufs. Et ben c'est ce qu'on appelle. C'est ça, un ministre du 4e mandat. C'est ce qu'on je appelle suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. C'est un mandat inutile. Je suis tout à fait d'accord. Elle a fait illusion. Elle ne pourra pas le faire. Et je vais à ma conclusion. Je vais à ma conclusion. Oui, mais moi, elle a discrédité l'idée des réformes. Non. Non, ça va. Il y a eu trop de polémiques la concernant. C'est ce que vous voulez dire? Trop de polémiques peut tuer le sens de la mission ministérielle. On se rend compte. Trop de polémiques. Le symbole de quelque chose, et ce symbole n'est pas populaire. On n'a jamais posé les questions comme ça. C'est-à-dire, quel type d'enseignement de faire, etc. Ça c'est déjà, à chaque fois qu'il y a eu, ça a dérivé sur des histoires de langue que je considère comme le plus gros des pièges, parce que c'est ridicule. Personne ne dira que le chinois est incapable ou l'hébreu est incapable, on décrétera que c'est l'arabe qui est le problème. Ça veut dire on fait le mauvais diagnostic en focalisant sur la langue, alors que il faut parler du programme, du contenu, et à chaque fois, bien sûr, quand tu vas sur la langue, tu vas automatiquement braquer une partie des gens, et c'est tout. Saïd, non, c'est une quête. La réforme, c'est une quête. Et je crois que cette quête, elle l'a entamée. Mais elle l'a entamée dans des mauvaises conditions, dans un environnement qui lui est hostile. C'est ça la réalité. L'environnement, c'est le 4e mandat. On n'a pas dit le contraire. Non, ce que Abed est en train de dire, c'est qu'elle a cumulé les fausses notes depuis le début. Or, elle n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. La quête demande des compromis, tu sais bien, ça s'appelle des compromis pédagogiques. Et les compromis pédagogiques devrait arriver ou aurait dû arriver. Seulement dans un contexte comme celui-là, c'est pas possible. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Il lui sera sans doute impossible de faire quoi que ce soit et d'emblée considérer que son mandat a été inutile parce qu'elle fait partie fait partie d'un gouvernement du 4e mandat, ça c'est clair, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir entamé une réflexion profonde sur l'éducation. Ça, je le sais parce que j'ai des informations sur cette réforme en question. La réflexion a toujours existé et elle a toujours été la commission Benzaro, puisqu'on peut y revenir. C'est-à-dire, non, mais le problème, c'est que
il y a des grandes réformes à faire. Et quand on manque de légitimité, on a de la difficulté à les faire. Ça vaut pour l'éducation, ça vaut pour d'autres secteurs. Je vais dire cette phrase, je vais quand même dire cette très phrase. rapidement. Parce que c'est dans mon papier d'aujourd'hui. Ouais. Il y a des secteurs, l'éducation, politique étrangère, la défense, l'énergie. On ne peut pas les gérer correctement si on est illégitime. C'est pas possible. Merci à vous tous pour ce premier numéro du CPP. Le débat était passionnant, mais pas assez de temps. Mais j'avais une question à vous poser. Abed, qu'est-ce que vous pensez de l'information de la semaine qui est peut-être la plus importante, le divorce de Brad Pitt et d'Angelina Jolie? Vous en pensez quoi? Qu'il lui demande de laver le doigt à Margaret. C'est la meilleure. À mon avis, ça a été la meilleure réponse. Bah oui, la place est libre maintenant. Ouais. Voilà, merci à vous tous d'avoir été présents pour ce premier numéro de la rentrée du CPP, le Café Presse Politique. Une précision très importante, à partir de la semaine prochaine, l'horaire va changer. Le CPP, eh bien, vous le retrouverez tous les mercredis en direct à partir de 18h. Voilà, à très bientôt. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.